Un vestige d'une ancienne plaque tectonique est en mouvement sous l'Amérique du Nord, juste sous la partie sud de la zone de subduction de Cascadia. Ce n'est pas un simple débris inoffensif, c'est une vraie dalle de roche qui n'a jamais complètement disparu. Et comme elle continue de glisser là-dessous, elle pourrait ajouter une toute nouvelle couche de stress à une région déjà connue pour ses séismes dévastateurs. Tout a commencé avec des signaux étranges dans les données sismiques. C'est en quelque sorte la radiographie de la Terre. Les scientifiques envoient des ondes dans le sol et observent comment elles rebondissent. Ces ondes se comportaient bizarrement sous l'océan Pacifique, au large de la côte ouest des États-Unis. Au lieu de schémas lisses et prévisibles, les chercheurs ont repéré un bloc géant et cohérent en profondeur sous le fond marin qui bougeait différemment de tout ce qui l'entourait. Ça ne ressemblait pas à un glissement de terrain, ni à des débris épars, et ça ne se comportait pas comme une croûte océanique normale. C'est là que quelqu'un a osé poser la question à voix haute. Et si c'était quelque chose de bien plus ancien et bien plus grand que ce qu'on pensait ? Certains chercheurs se sont sérieusement demandé s'il pouvait s'agir d'un vestige de continent perdu. Peut-être un fragment oublié de la Pangée, le supercontinent qui réunissait autrefois presque toutes les terres émergées. Techniquement, ce n'est pas totalement impossible. Les continents se brisent, s'enfoncent, s'étirent et disparaissent sur des millions d'années. Ce fragment était énorme, solide et de forme étrange, ce qui le rendait difficile à classer. Il ne rentrait dans aucune des catégories habituelles utilisées par les scientifiques pour expliquer les structures sous-marines. Puis est venue la lente et rigoureuse vérification. Les scientifiques ont rassemblé plus de données, de meilleurs modèles et des analyses plus poussées. Ils ont mesuré l'âge de la roche, étudié comment les ondes sismiques s'y propageaient et comparé son mouvement au déplacement de plaques connues. C'est là que tout a basculé. Ce n'était pas du tout un continent perdu. C'était quelque chose de tout aussi spectaculaire, mais bien plus dangereux. Un énorme fragment résiduel d'une ancienne plaque tectonique. Ce fragment s'est révélé être un survivant de la plaque Farallon. Cette plaque ancienne dominait autrefois le Pacifique, mais a été en grande partie engloutie en glissant sous l'Amérique du Nord il y a des millions d'années. La majeure partie a disparu dans le manteau terrestre. Mais tout ne s'est pas passé en douceur. Ce morceau a survécu comme une écharde qui n'a jamais complètement sombré. Les chercheurs l'ont baptisé le fragment Pioneer. Et le nom est bien choisi, car il explore un territoire dont on ignorait même l'existence. Et ce fragment ne dérive pas tranquillement sans danger. Il se déplace horizontalement sous l'Amérique du Nord, ce qui est à la fois étrange et dangereux en termes géologiques. Normalement, les plaques entrent en collision ou glissent les unes contre les autres de manière prévisible. Ce fragment se comporte comme une clé à molette coincée dans une machine déjà soumise à une pression extrême. La côte ouest repose déjà sur des failles qui accumulent le stress, comme des élastiques tendus à l'extrême. Ajoutez une gigantesque dalle rocheuse en mouvement en dessous, et soudain, le système devient plus difficile à prévoir, plus difficile à modéliser, et beaucoup plus difficile à vivre sereinement. La région où se cache ce fragment effraie déjà les géologues. Il y a la faille de San Andreas, célèbre pour rompre sans prévenir. Il y a la zone de subduction de Cascadia, capable de produire des séismes si puissants qu'ils redéciment les côtes. Aujourd'hui, les scientifiques réalisent qu'il y a un acteur caché sous le fond de l'océan, quelque chose que les satellites ne voient pas et que les scientifiques ne peuvent pas observer directement. Ce fragment ne suit pas de règles simples et prévisibles. Imaginez empiler des dominos sur une table qui tremble déjà. Ils bougent lentement, mais en géologie, un mouvement lent reste une force imparable. Et quand toute cette énergie accumulée sera enfin libérée, elle se moquera bien des plans d'évacuation et des normes de construction. Il y a aussi un problème de timing dont personne n'aime parler. Les processus géologiques ne suivent pas les horloges humaines. Le stress peut s'accumuler pendant des siècles et se relâcher en quelques secondes. Le fragment Pioneer pourrait déclencher quelque chose demain ou rester silencieux jusqu'à ce que des générations entières l'aient oublié. Cette incertitude rend la planification terriblement difficile. Des villes comme Los Angeles, San Francisco et Seattle se préparent déjà aux menaces sismiques connues. Désormais, les scientifiques doivent prendre en compte un système capable d'amplifier les catastrophes d'une façon que personne n'a jamais anticipée. Alors, les scientifiques se lancent dans une course pour mettre à jour leur modèle, améliorer l'imagerie sismique et comprendre comment ce fragment interagit avec les failles voisines. Ils savent qu'ils ne peuvent pas empêcher les séismes. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est réduire les surprises. Et une chose est claire, parfois, les menaces les plus dangereuses ne viennent pas de l'espace, mais glissent silencieusement sous la mer. Une autre découverte récente d'une masse terrestre ancienne était bien moins spectaculaire, mais extrêmement importante pour la science. Tout a commencé par une opération de dragage de sable au large de l'Indonésie.
Puis, les archéologues ont trouvé plus de 6000 fragments fossiles provenant d'une masse terrestre submergée datant de l'ère glaciaire. Parmi eux, des restes d'Homo erectus vieux de 140 000 ans. Cette seule découverte a obligé les scientifiques à repenser la façon dont les premiers humains vivaient, se déplaçaient et interagissaient en Asie du Sud-Est. Pendant longtemps, les chercheurs ont supposé que la population d'Homo erectus à Java vivait coupée du reste du monde. Mais ces fossiles dragués ont prouvé que Java n'était pas une île. Elle se trouvait en plein milieu d'une immense masse terrestre glaciaire appelée Sundaland. L'Indonésie, la Malaisie, Bornéo, la Thaïlande et le Vietnam étaient tous reliés en un seul paysage gigantesque. Ce que nous appelons aujourd'hui des îles, comme Java, Sumatra, Bornéo et Bali, étaient reliés par d'immenses réseaux fluviaux qui rivalisaient probablement avec l'Amazone. Des forêts denses s'étendaient à perte de vue. Des animaux géants y circulaient librement, et de vastes plaines côtières existaient là où les vagues de l'océan se trouvent aujourd'hui. Et Homo erectus n'y a pas seulement survécu, il y a prospéré. Et non, ce n'était pas un désert de neige, contrairement à l'image qu'on se fait généralement de l'ère glaciaire. Le niveau des mers a chuté de plus de 120 mètres, car une énorme quantité d'eau était piégée dans les glaciers. Quand c'est arrivé, d'immenses portions du fond marin ont émergé à la surface, comme des pierres de guet naturelles. Les premiers humains n'avaient pas besoin de bateaux. Ils pouvaient littéralement marcher depuis l'Asie du Sud-Est continentale jusqu'à des endroits qu'on considère aujourd'hui comme des îles isolées. Ils se déplaçaient en pistant des animaux, en explorant des terres ouvertes et en suivant les sources de nourriture. Ça fonctionnait comme un gigantesque réseau routier préhistorique. Quand l'ère glaciaire a pris fin, les glaciers ont fondu comme des glaces oubliées sur un trottoir en plein soleil. Le niveau des mers a monté, lentement d'abord, puis rapidement. Les fleuves ont débordé. Les côtes ont disparu. Des paysages humains entiers ont sombré sous les vagues. Sur des milliers d'années, Sundaland s'est noyé. Et les peuples qui y vivaient ont dû s'adapter ou gagner les hauteurs. Aujourd'hui, les archéologues reconstituent ce monde perdu, os par os, artefact par artefact. Chaque nouvelle découverte, extraite du fond marin, nous rapproche d'une réécriture de l'histoire des premières migrations humaines. Étudier les masses terrestres submergées et les continents perdus est un travail qui prend des années. En 2017, des scientifiques ont fait une annonce qui a bouleversé cette vérité universelle, selon laquelle il y a 7 continents sur Terre. La découverte de Zelandia. L'histoire de Zelandia remonte directement au Gondwana, l'ancien supercontinent qui a commencé à se fragmenter il y a des centaines de millions d'années. Il y a environ 80 millions d'années, Zelandia s'en est détaché. Mais alors que l'Australie est restée en surface et que l'Antarctique a globalement tenu bon, Zelandia a lentement sombré. Seule une petite partie est restée au-dessus du niveau de la mer, même si de nombreux géologues estiment qu'il mérite toujours le statut de continent à part entière. Ce petit bout visible aujourd'hui, c'est essentiellement la Nouvelle-Zélande, ainsi que quelques îles voisines qui appartenaient aussi à Zelandia. Fin 2025, les scientifiques avaient achevé la cartographie des 2 tiers nord, couvrant près de 5 millions de kilomètres carrés de terre submergée. Les chercheurs ont dragué des échantillons de roches depuis la ride de Fairway jusqu'à la mer de Corail. Ils ont remonté toutes sortes de matériaux, du grès à galets et à gravier, du grès à grains fins, de la roche argileuse, du calcaire bioclastique et même de la lave basaltique. Et ces roches provenaient de périodes radicalement différentes. En recoupant toutes ces données, les chercheurs ont fait une découverte majeure. L'étirement interne de Zelandia et de l'Antarctique occidental a aminci et fracturé la croûte d'une manière similaire à la subduction. Ces fractures ont laissé l'eau de mer s'engouffrer et contribué à former la mer de Tasman. Quelques millions d'années plus tard, l'Antarctique a continué à s'éloigner, étirant encore davantage la croûte de Zelandia jusqu'à ce qu'elle devienne si fine que l'engloutissement est devenu inévitable. Cela remet directement en question l'ancienne théorie selon laquelle Zelandia se serait fragmentée principalement par un mouvement de décrochement latéral. L'équipe pense aussi que la direction de cet étirement a pivoté de près de 65 degrés, ce qui a probablement contribué à amincir la croûte continentale bien plus que prévu.